Bonjour et bienvenue pour ce deuxième sommet. Nous sommes ravis de vous proposer un deuxième sur le sujet de l'éducation, la parentalité à la diversité. Après le magnifique retour qu'on a eu du premier sommet, nous avons envie d'aller plus loin et sur d'autres sujets. Là, je suis ravie de retrouver donc Patricia pour son sujet sur justement l'accompagnement scolaire, donc le coaching scolaire, l'accompagnement euh, vers... Alors du coup, je reprends ton texte. Donc, c'est accompagner les profils atypiques avec créativité et souplesse. Mhm. Donc, je suis ravie de te retrouver et de t'interviewer pour ce sommet-là, sur ce sujet qui me tient également tant à cœur. Et du coup, j'aimerais que tu te présentes sur l'angle plutôt de Patricia, mais plutôt sur la partie coaching scolaire, atypisme, accompagnement des jeunes, pour tous les enseignants qui nous écoutent, les coachs et les parents ou même les enfants, les ados. Voilà. Du coup, plutôt sur cette partie-là. Oh, merci. J'espère qu'on aura tout ce public qui regardera cette vidéo. En fait, donc moi, aujourd'hui, je suis effectivement la fondatrice de l'école de coaching exclusif. Je suis coach, je suis formatrice, je fais vraiment énormément de choses. Et dans ce que je fais, il y a ce volet scolaire qui est là depuis le tout début de mon lancement d'activité, parce que j'ai compris euh, à un moment donné, en me formant au coaching, j'ai compris que beaucoup de choses en fait se créaient au moment lorsque l'on est très jeune. En fait, quand j'ai eu mes difficultés, moi, dans mon parcours professionnel, j'ai eu cette envie de permettre à chacun de se connaître parce que j'ai compris que c'était parce que je ne me connaissais pas, parce que je ne me Mm, donnais pas suffisamment de valeur, que je ne me donnais pas de considération à mes besoins, à mes envies, que je ne me considérais pas non plus intellectuellement. Euh, on aime beaucoup parler du syndrome d'imposteur. J'aime pas trop parler du syndrome d'imposteur parce que c'est un mot en fait, qui englobe tellement de choses et qui, du coup, fait mm, passer à côté de choses essentielles. Mais en tout cas, j'ai compris que c'est le niveau de, non pas de connaissance de soi, mais de conscience de soi et de valorisation de soi était hyper important. Et ça donnait accès à de la liberté, ça redonnait accès à son audace, audace à laquelle j'ai accès aujourd'hui. Et donc, mon envie, c'est ça, c'est de redonner l'accès aux gens à leur audace. Et finalement, une façon encore plus efficace de le faire, parce que j'aime vraiment avoir de l'impact, et une façon encore plus impactante de le faire, c'est de s'adresser aux jeunes et de leur donner accès à cette audace naturelle que l'on a. Quand on arrive sur Terre, on a cette audace. On n'a pas de frein et mm. tout ça. Donc, mon but, c'est de leur donner accès à cette liberté, à cette audace dès leur plus jeune âge, de leur donner de la conscience de qui ils sont. Je me rappelle un coaching là, très récemment où le jeune me dit, ben moi, ce que je veux, c'est reconnaître que j'existe. Ben moi, c'est vraiment ce que je veux apporter dans ce monde, c'est permettre à des jeunes de reconnaître qu'ils existent et ça leur va leur permettre tout simplement en fait de faire leur choix, de s'orienter, de dire oui, de dire non et d'être au monde en fait. Voilà. Mm. Donc j'ai accompagné des jeunes dès le démarrage, assez jeunes. On dit souvent que le coaching scolaire démarre pas avant 12 ans, sur des profils particuliers. Euh, Moi, j'ai coaché des jeunes vraiment dans une posture de coach qui avait 7 ans, hein, même si avec vraiment une stratégie de questionnement, avec voilà, de la créativité. J'ai coaché en groupe aussi, des jeunes en groupe. Et après, quand on parle de coaching scolaire, on parle aussi de jeunes jusqu'à 25 ans. Donc, j'ai aussi beaucoup accompagné des jeunes qui étaient dans des choix d'orientation, des jeunes qui étaient en école de commerce, en individuel, en groupe, donc sous tous les formats. J'ai également accompagné des couples, donc des parents, donc pas dans leur vie de couple, mais dans leur vie de parents. Ça, c'est quelque Mm. chose que j'ai fait, mais que je ne fais plus trop, mais que j'ai fait. Et j'ai également accompagné des enseignants, et aujourd'hui, je forme des enseignants, des directeurs d'établissement, et puis tout le personnel autour de l'enseignement aussi, pour mieux communiquer, Mm. voilà, pour améliorer leur rapport aux jeunes. Ok, ça, c'est hyper intéressant et riche tout ce que tu dis. Et justement, du coup, quels sont les sujets vraiment alors, je sais qu'il peut y en avoir plein justement avec les jeunes et avec voilà, les enseignants, les parents, mais quels sont les sujets vraiment forts que tu as pu traiter en coaching et quel a été justement aussi l'impact derrière pour les jeunes ou les parents ou le corps enseignant? Les sujets qui reviennent beaucoup en coaching scolaire. Donc déjà, c'est les parents. La plupart du temps, c'est toujours. Je pense que c'est toujours les parents qui
qui appellent, qui cherchent un coach, voilà, et on me recommande parce que leur enfant est en difficulté. Des fois, la difficulté est diffuse. Ça peut être une Mmh. difficulté de motivation ou en fait, on ne sait plus trop comment faire avec l'enfant. J'ai eu aussi un enfant très en colère, très en colère. À un moment, avait déjà tout essayé. Et l'idée, enfin, voilà, c'est les pompiers qui venaient le chercher à l'école, hein, donc vraiment, tout essayé, tellement il faisait des colères. Et elle est venue en coaching pour lui permettre, en fait, d'apaiser, de s'apaiser émotionnellement et de pouvoir avancer plus sereinement. Celui-ci était très jeune. C'était un enfant qui était très Mmh. jeune. Ça peut aussi être beaucoup, dès qu'ils commencent à monter en âge, des enfants qui ont perdu le sens, la motivation ou toute forme d'estime. Donc, on prend des enfants avec des troubles d'attention ou même des fonctionnements un peu atypiques ou même des parcours atypiques de vie. Et ce sont des jeunes qui vont avoir perdu toute forme d'estime, en fait, qui n'y croient plus et l'idée ici, c'est de travailler sur un projet, en fait. C'est redonner le goût, en fait, à l'apprentissage et redonner du sens à tout ce parcours, en fait, scolaire. Et donc, ça va être ce type de sujet. Je vais avoir aussi ça, c'est beaucoup, hein. L'orientation, c'est beaucoup la porte d'entrée pour les plus âgés, on va dire, à partir de 15 16 ans, c'est la porte d'entrée. Euh, on vient pas forcément me voir pour des Parcoursup, voilà, où on veut absolument savoir comment être dans Parcoursup. On est vraiment dans des enfants qui sont dans des mal-être, et ce mal-être est lié aussi à un problème de sens. Donc, c'est OK. ça. Ou une perte de motivation. Un enfant qui n'y croit pas. Ou je sens que mon fils a des capacités, mais il n'a pas confiance en lui. Pourtant, je sais qu'il pourrait y arriver. Ça, c'est des demandes qu'on pourrait avoir au niveau des jeunes. Ou plus âgés, les parents un peu affolés parce que l'enfant a décidé de prendre un an pour se trouver. Alors là, j'ai des parents qui appellent affolés, alors qu'en fait, et donc là, tout le travail, il est aussi avec le parent, mais de permettre à ce jeune de construire un projet, de redonner du sens à ce qui est en train d'être fait. Ça donne de la motivation. Et ça peut être aussi des jeunes qui n'y arrivent pas et qui, alors au début, c'est presque une erreur d'aiguillage. C'est presque une erreur d'aiguillage parce qu'ils cherchent en fait à trouver quelqu'un pour les aider à mieux comprendre parce qu'ils ne comprennent pas les cours. Et en fait, en coaching, on va travailler sur la conscience, la confiance et sur l'estime qui va redonner accès aux capacités cognitives de l'enfant. Donc ça, c'est des Mmh. coachings aussi qui sont intéressants. On va jamais travailler sur les cours en tant que tels, mais peut-être des fois sur mieux se connaître pour savoir comment je travaille, comment j'apprends. Mieux me considérer aussi pour partir du principe que dès qu'on me pose une question et que je ne sais pas, c'est pas que je suis nulle et achetée, quoi. Donc ça, c'est des sujets pour les jeunes. Au niveau parental, c'est des fois quand le jeune, on n'a pas accès aux jeunes, pour raison X ou Y, c'est arrivé deux, trois fois. Et donc là, je vais accompagner les parents de couple parental. Ça, c'est très sympa parce que c'est un effet, comme pour les jeunes, quand on coach sur, par exemple, le projet professionnel, on agit sur la relation aux parents, la communication, enfin, on agit sur tout plein de choses. Ben, pareil pour les parents. Et là, l'idée, c'est mieux accompagner son enfant. Mais ça, c'est quelque chose que je fais moins. D'ailleurs, vous allez rencontrer Florence qui, elle, le fait et qui le fait, dont c'est la spécialité. Moi, c'est quelque chose que je fais moins aujourd'hui, que j'ai fait beaucoup au Mmh. démarrage. Euh, ensuite, les enseignants, c'est encore différent. Donc là, c'est plutôt sous l'angle de la formation. On peut dire aussi de la supervision de pratique et les directeurs d'établissement. Donc là, ça peut être aussi en coaching. Des fois, ça existe, c'est, des directeurs qui demandent à être coachés euh, pour mieux piloter, mieux s'organiser, créer leur projet scolaire. Donc, ça va être des choses comme ça qu'on va faire dans ce type d'accompagnement. Mmh. Ah, c'est hyper intéressant ce que tu dis. En fait, à un moment, j'ai entendu un élément qui peut être aussi fort, c'est que des fois, il peut y avoir aussi des attentes ou des incompréhensions des parents. En fait, il peut y avoir aussi un problème de communication et peut-être aussi de génération ou même de parents où ils veulent faire aussi un transfert de eux, peut-être aussi un transfert de ce qu'ils ont vécu plus jeune avec certaines contraintes et obligations. Par exemple, quand tu parlais justement du fait de devoir, se poser pendant un an et réfléchir, ben, il peut y avoir aussi, voilà, un choc des générations et je pense vraiment que le coaching peut être impactant aussi à ce niveau-là. Tout à Mais fait. du coup, ma question, c'est, est-ce que justement, quand tu fais du coaching scolaire avec des jeunes,
de n'importe quel âge, hein. Est-ce que tu rencontres des fois justement où, l'objectif ou la demande vient plutôt des parents, que du jeune, en fait? Alors, c'est pour ça que tu as dit l'objectif ou la demande. Du coup, je vais revenir sur deux. Ceux qui me connaissent savent que pour moi, l'objectif, c'est vraiment quelque chose qui est très, 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 très important. Et la demande vient généralement du parent, c'est-à-dire que le besoin émane du parent et c'est lui qui formule une demande. La première chose que je fais, c'est demander, quand c'est le parent qui m'appelle et qui limite prend le rendez-vous pour le jeune, c'est demander, mais est-ce que l'enfant, le jeune est au courant? Est-ce que oui ou non, il adhère à cette démarche? Est-ce qu'il est au courant de la démarche? Est-ce qu'il y adhère? Est-ce qu'il en a envie? Euh, à partir du moment où ils ont passé, allez, 18 ans, généralement, je demande même à ce que ce soit le jeune qui me rappelle pour prendre le premier rendez-vous. Comme ça, moi, ça acte le fait qu'ils s'intègrent dans la démarche. Euh, ensuite, dans le premier rendez-vous, je prends toujours un temps avec le parent et le jeune pour pouvoir faire sortir donc la demande du parent, les intentions du parent, et ensuite expliquer un peu comment se passe l'accompagnement en termes de process et de qui fait quoi. Donc en fait, l'idée, c'est un peu de donner la fiche de poste de tout le monde. C'est toujours mieux quand Mmh. la fiche de poste est claire. Et donc là, je donne la fiche de poste de tout le monde, le périmètre de tout le monde, qui intervient quand, quoi, pourquoi, et ce que je ne ferai pas. Donc ici, pour travailler l'objectif du coaching avec un jeune, le parent s'en va. Et donc, Mmh. je coach tout de suite, hein, dès le premier rendez-vous, je coach le jeune, parce que plutôt que de lui expliquer quelque chose qu'il n'est pas en mesure de comprendre, ce qu'est le coaching, la réponse est en toi, patati patata, je ne te ferai pas de conseils, je ne ferai pas ci, je ne ferai pas ça, c'est incompréhensible. Donc moi, je le coach tout de suite pour faire émerger son objectif, enfin ce à quoi on pourrait aboutir. Il voudrait qu'on aboutisse si on devait faire l'accompagnement ensemble. Et suite à ça, euh, lui, il va formuler un objectif ambitieux, Mmh. mais qui lui parle à lui. Et il va le présenter, ou je vais le présenter, peu importe, aux parents qui reviendra en fin de session et on lui présente, voilà, voici l'objectif. Voici la demande que vous aviez, OK, et voici l'objectif, et je fais vraiment une vraie distinction entre les deux, l'objectif du jeune, généralement, qui est toujours, c'est pas généralement, il est toujours plus ambitieux que celui du parent. Parce que le jeune, Mmh. Ah, c'est intéressant. c'est Et du toujours coup, plus est-ce que tu as ambitieux. justement, du coup, est-ce que tu as déjà eu à ce moment-là, le partage du coup de l'objectif du jeune? Est-ce que tu as eu des parents, bah, voilà un peu les réactions générales. Est-ce que ils sont surpris? Est-ce qu'ils sont des fois, il y a des désaccords? Voilà, comment ça se passe un peu souvent à cette information-là et comment ils le prennent et comment ça se vit entre du coup, les 3 parties? Parce que toi, en tant que coach, le jeune et le parent? Ouais, c'est là qu'il faut être souple. En fait, des désaccords, pourquoi j'en ai pas eu et pourquoi je n'en ai pas, c'est parce que dans la démarche, en fait, le parent, il est déjà intégré et il a déjà eu sa fiche de poste. Mmh. Dans sa fiche de poste, il Ouais. n'y a pas évalué la qualité de l'objectif de mon enfant. Donc, c'est quelque OK. chose qui est quelque part éliminé de la fiche de poste et ça m'est pas encore arrivé d'avoir un parent qui n'est pas d'accord. Par contre, ça peut arriver un parent qui dit oui et puis il y a telle chose. Si jamais ça arrive, eh ben, c'est d'accueillir ça et d'en parler avec le jeune. Qu'est-ce que tu en penses? Ou si on en a parlé, nous, eh ben, c'est d'amener une discussion parce que le but, c'est pas de créer un clivage, un silo entre le parent, le jeune. Le but, c'est de créer un espace de confiance, de sécurité et d'intimité avec le jeune qui rassure le parent. Donc, en fait, on est une équipe, on sait qui fait quoi. Là, il y a une bulle de confiance qui est créée et le parent sait que cette bulle, elle est fondamentale pour que le jeune arrive au bout. Donc, en fait, il pourrait suggérer des choses, mais je ne pense pas que ça me soit arrivé que ça vienne après. C'est-à-dire qu'en amont, je fais tellement sortir aux parents ce qu'il attend du coaching, sa demande à lui, son objectif à lui, que derrière, ce que dit le jeune est toujours plus ambitieux. Donc, en fait, le parent, ce qu'il a dit est comblé et dépassé. C'est toujours le cas. Ça, j'ai pas eu un cas où il manquait un bout parce qu'en fait, là où on arrive, vu qu'il y a une vraie exploration qui est faite avec le jeune, on va plus loin. Mmh. Et pour ça, on pourra en parler tout à l'heure, mais c'est là qu'il faut de la créativité pour questionner un jeune, en fait. Surtout un jeune qui est en manque de confiance, qui est en manque d'estime. C'est un objectif qui surprend le jeune lui-même, mais qui est tellement juste pour lui. Mais il ne s'imaginait pas qu'il pouvait espérer ça. Donc déjà, en ça,
C'est rare qu'un parent se dise, bah non, il manque tel truc, parce qu'en fait, on va bien plus loin. Quand on va chercher dans le fin fond de ce que veut un jeune, on va bien plus loin que ce que veut juste ce parent. Merci pour ce partage. Du coup, tu parlais de créativité et en plus, il y avait aussi justement dans le titre du sujet de la créativité et la souplesse. Comment, bah déjà, en quoi c'est important d'avoir ces éléments-là dans un accompagnement coaching scolaire et comment tu peux l'amener justement cette souplesse et la créativité? Parce que je pense qu'il y a aussi de nombreux jeunes qui se disent: «Ah, j'ai pas envie d'y aller» ou «C'est une obligation» ou, heu, donc voilà, comment tu peux amener ces éléments-là pour qu'ils passent aussi un bon moment et qu'en plus ils atteignent leur objectif? Hem Et de prendre conscience aussi de multitudes de choses. Alors pour moi, dans ta question, il y a plusieurs choses. Déjà, la première, c'est les enjeux. En fait, la créativité, la souplesse, le comment je le fais, ça se présente dans ces coachings-là bien plus que dans des coachings adultes, parce qu'un coaching de jeunes est bien plus exigeant en termes d'agilité, de souplesse, de créativité qu'un coaching adulte, et même de posture. Donc, dans les enjeux que je vois, c'est ce sont des jeunes qui n'arrivent pas au coaching en première intention. Donc, qui ont déjà vu des psychologues, des thérapeutes, des kinésios, des orthophonistes, tout ce que l'on veut, tout ce que vous voulez. Des fois, j'avais fait un sondage quand je me suis lancée dans le coaching pour mon mémoire parce que j'ai fait un MBA et je faisais un mémoire. Et alors j'ai plus les chiffres exacts, mais des enfants de moins de 10 ans avaient en moyenne vu 7 à 10 professionnels dès lors qu'ils présentaient un atypisme. Donc, en fait, il y en a certains, l'enjeu déjà, c'est de ne pas passer pour un professionnel qui vient gérer une pathologie. Mmh, Donc, déjà, c'est d'être dans cette démarche-là, de ne pas gérer une pathologie, un problème. L'enfant n'est pas un problème que je dois régler. Donc, la créativité, là, elle va être c'est pas forcément dans ce que je vais proposer, ou la souplesse, c'est pas forcément dans ce que je vais proposer, ça va être dans comment je le regarde, comment je le perçois. mmh, Ensuite, dans les enjeux, vous avez beaucoup de jeunes qui présentent un atypisme où vous allez avoir affaire à du je ne sais pas, ou même parfois de la dépersonnalisation, ou à des jeunes qui restent comme ça, la tête baissée, ou que vous voyez très peu à l'écran. Donc, un des enjeux déjà, c'est déjà de les capter. Donc, il y a le fait voilà, d'entrer vraiment en contact avec eux. Parce que tant qu'on a du je ne sais pas, du on, une tête baissée ou quoi, ben, on n'est pas encore en contact avec eux. Donc, ça va être de trouver une solution agile, respectueuse de son fonctionnement. Donc, ça demande à analyser vite, hein, et de vraiment analyser vite pour comprendre comment il fonctionne. Si jamais, par exemple, moi, je suis très émotionnelle et que je vais dans qu'est-ce que tu ressens là, tu as la tête baissée, qu'est-ce que tu ressens, et qu'en fait, il ne l'est pas du tout, ou que c'est verrouillé, eh ben, je vais le mmh, perdre, mais je vais le perdre définitivement. ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment. Donc, ici, ça, c'est un enjeu important, c'est qu'en fait, c'est créer le contact et le garder. Surtout des garçons. Un garçon est encore plus. Alors, c'est peut-être, on va dire, oh, c'est des clichés, nanana. Mais en fait, dans les faits, un garçon, c'est encore plus exigeant. S'il n'a pas envie de venir, vous ne le ferez pas venir en session. Impossible. Mmh. Donc, il y a vraiment ça. Ensuite, euh, dans la façon, par exemple, nous, en coaching, on utilise des mots d'adultes. Pour questionner. On ne peut pas utiliser ce même langage avec un jeune, parce que surtout avec un jeune, je prends un exemple, un jeune qui est dyslexique, Mmh. qui est donc en manque de confiance sur son intelligence linguistique. Le coaching se base sur l'intelligence linguistique, si jamais je ne fais que parler. Et en fait, je vais, par ce que je fais et par comment je le fais, le mettre dans sa difficulté. Et donc, je n'aurai pas accès à lui parce qu'en fait, pour répondre, il va chercher les bons mots, il va chercher à pas se tromper, il va se demander si, comme un enseignant ou quoi, il y a une bonne réponse. Donc, en fait, l'un des enjeux ici, c'est installer un climat de confiance dans lequel on peut vraiment se tromper, on peut essayer, on peut être créatif. Donc, c'est là aussi où, quelque part, ça va demander agilité, souplesse, posture au niveau du coach. D'accord? Je sais pas trop si je réponds bien à ta question. Si c'est intéressant, ça permet d'aller plus loin. En fait, du coup, ce que j'entends, c'est aussi que le coach, en fait, là, c'est un gros travail aussi du coach, c'est que je pense alors après,
c'est un partage que je fais, c'est peut-être pas la bonne vision, mais que Mhm. tout le monde, tout coach ou tout accompagnant n'est pas fait pour accompagner les jeunes. Ah, Il faut quand même aussi une certaine créativité, une souplesse, une adaptabilité et aussi d'amener aussi une proximité, un climat de confiance avec les jeunes. Donc il y a peut-être des personnes où le jeune va se sentir, où il va voir un peu, peut-être le côté, trop enseignant ou trop, maman qui va le mettre en allergie ou trop parent ou trop cadrant et je pense qu'il voilà, il y a vraiment une espèce de proximité et de climat de confiance à mettre en place avec le jeune et vraiment une co-création, en fait, comme dans les compétences ISF. Mais là, c'est encore plus, j'ai l'impression, qu'un coaching, adulte, même si on peut le faire. Mais je le vois aussi là comme, mettre en place aussi pas mal d'outils et d'adapter toujours et d'avoir, pourquoi pas aussi d'adapter des jeux et cetera. Mais je pense qu'il faut faire quelque chose quand même d'assez ludique pour donner envie aux jeunes de revenir aux autres séances et de continuer d'atteindre son objectif. Je sais pas ce que en tu en fait, penses par rapport à mon partage? je suis entièrement d'accord. Donc déjà, première chose, tout le monde ne peut pas être coach avec des jeunes. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Pour moi, ça fait partie de ce qu'il y a de plus exigeant en matière de coaching. C'est pas un coaching de dirigeant, c'est pas un coaching d'adulte, c'est un coaching de jeunes. Et surtout, Mmh. les jeunes atypiques, parce que votre posture, la congruence, l'agilité, enfin, cette capacité à comprendre l'autre dans ce qu'il est et à vraiment à pouvoir se mettre dans ses baskets, c'est fondamental. Donc ça, c'est vraiment un point ultra important. Et il y a une deuxième chose dans ce que tu as dit à la fin, là, qui m'a fait venir quelque chose. Redis-moi ce que tu disais à la fin. Euh, La co-création, le fait ouais, d'avoir en des jeux fait, c'est ludiques ça. aussi. Les outils, tu parlais des outils et de la créativité. La créativité, pour moi, c'est plusieurs choses pour un coach scolaire. Donc déjà, c'est d'avoir une mallette fournie, mais que ce soit pas une béquille. Parce que moi, je me méfie beaucoup des outils, des gens qui s'outillent beaucoup. Finalement, ces outils ne sont pas forcément sortis à bon escient et ça sert plus de doudou au coach que vraiment aux jeunes. Maintenant, vous posez une question, quand on pose une question à un jeune, si on s'aperçoit, en fait, je vais m'appuyer sur par exemple tes 9 intelligences multiples, si on s'aperçoit qu'il ne réagit pas sur une des intelligences, il faut pouvoir aller très vite sur une autre et reformuler encore avec une Mmh. autre. Sans lui donner la sensation, et c'est là que c'est particulier, sans lui donner la sensation qu'il répond mal ou qu'il ne répond pas. Sans lui donner la D'accord. sensation que vous êtes dans l'assistance. Donc, il y a vraiment ce truc de complicité. Moi, je parle vraiment d'une complicité sans créer de dépendance, hein, mais de complicité pour que, en fait, on puisse poser des choses. Et en fait, dans le coaching scolaire, tu parlais de co-création. Il y a cette partie où, en fait, je trouve j'interviens un petit peu plus que dans un coaching d'adulte, dans le sens où, bah, des fois, pour stimuler la pensée, je vais amener des informations style, ah ben quand tu dis telle chose, est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi? C'est parce que c'est pour que ça puisse lui permettre de faire un petit saut de trampoline sur l'idée que je vais amener. Soit il l'apprend vraiment à 400% et il se dit, ah mais oui, c'est exactement ça, mais là, je vais vraiment l'observer pour être sûr qu'ils ne se disent pas, ah ben si Patricia l'a dit, c'est que c'est juste. Ça, c'est ce que je veux Mmh. absolument éviter. Et je lui dis, hein, ça, c'est des choses que je verbalise avec ma bouche. Et, et de l'autre côté, qui c'est pas ça, qui puisse rebondir. Moi, je m'en fiche que ce soit ça ou pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est le rebond qu'il fait avec. Et en matière donc de créativité, il y a des outils qui vont être très pertinents pour faire quelque chose avec un jeune et qui chez l'autre vont être une pure allergie. Donc si en fait Mmh. on crée un programme pour un jeune et qu'on fait un programme et qu'on a son programme et qu'en fait ce programme est rigide, en fait ça ne fonctionnera pas pour tout le monde. Et en fait ça va peut-être déclencher chez l'accompagnant des allergies chez lui alors qu'en fait, le problème ne vient pas, et en pensant que le jeune, par exemple, ne s'investit pas, ne fait pas assez ci, mais en fait, non, c'est qu'en fait, il y a un problème d'agilité, de souplesse dans l'accompagnement pour pouvoir vraiment personnaliser l'accompagnement au Mmh. maximum. Donc, on peut avoir ses préférences et en même temps, une préférence, elle n'est intéressante que si elle est parfaitement ajustée à la personne qui est en face. Ouais, il y a vraiment, ouais, une notion d'adaptabilité. Qui est très, très J'ai eu un forte. peu de mal à le dire. Non, mais et toi, quand je dis créativité, c'est pas se dire, ah oui, 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 ça veut dire qu'il faut que j'ai faut que j'ai des photos langage, faut que j'ai ci, faut que j'ai des poupées, faut que j'ai des machins, on peut aussi avoir de la créativité dans sa façon de questionner. On peut avoir de la créativité
plein d'autres choses d'autres que des outils. Ouais. En fait, je pense que ça dépend aussi quel type de coach on est. Et quelle créativité on a. En fait, chacun, bah, justement, en fonction tu parlais des intelligences multiples aussi, bah, c'est ça, de s'écouter aussi en tant que coach et de partager aussi avec le jeune. Parce que je pense qu'on peut aussi, en agilité, lui poser aussi la question de ce dont il a besoin et comment il a envie de travailler, Ça peut, dans le coaching. ça peut avec un jeune qui n'est pas en mésestime. Oui. Sinon, c'est vrai qu'assez vite, tu vas te heurter à un je ne sais pas. Mmh. Et en Oui. fait, autant chez l'adulte, je ne sais pas, est pas très embêtant, chez le jeune, atypique, multiplier les je ne sais pas est dangereux pour la relation. Parce OK. qu'il pourrait se Ouais, c'est dire, intéressant. je ne sais pas répondre à ces questions ou je n'y arrive pas. Et c'est vraiment des jeunes sur lesquels on est, en tout cas, moi, j'essaie de ne pas générer de sentiments d'incapacité ou d'impuissance ou pas assez bien. C'est vraiment tout l'enjeu. Ouais, donc l'idée, c'est d'avoir des outils où vraiment cette relation d'égal à égal, elle est Mmh. factuelle. Ouais, non, mais c'est intéressant parce que forcément, il y a aussi la différence entre, bah, je coach un jeune. Alors même si on veut pas forcément les mettre à part, mais forcément, si par exemple on a un jeune avec un profil atypique, tu vas peut-être l'accompagner et le coacher différemment ou le suivre différemment qu'un jeune, bah, j'ai pas envie de bah, un jeune qui est pas forcément un profil atypique, tu vois? Je pense qu'il y aura peut-être une différence dans ton accompagnement. Je sais pas ce que Alors, tu en penses? la différence que je vois, c'est dans la profondeur. Alors déjà, la première des différences est dans le test, c'est-à-dire que un jeune atypique va tester son coach. Mais ce test n'est pas nécessairement un test avec des coachs. Moi, je me rappelle, c'est un exemple que je donne, c'est celui qui m'a le plus marqué. C'est une jeune fille, donc je fais la séance avec la maman, et ensuite je me retrouve seule avec la jeune fille. Elle était petite, donc je dirais 9 ans à peu près. Mmh. Euh, 8-9 ans. Et en fait, elle était assise, j'étais assise, et en fait, une fois que la maman est partie, elle est restée là, et elle m'a juste, donc elle m'avait entendu parler avec la maman, questionner la maman, elle avait entendu les réponses dans tout le process normal, elle est juste restée là, à me regarder, quelques secondes, mais qui m'ont paru très longues, mais du coup, j'ai respecté ça. Euh, et à un moment donné, elle m'a dit, c'est bon, on peut commencer. Mais si jamais, à la fin de ce test, elle avait eu tous ces indicateurs qui lui disent, non, tu lui parleras pas, elle m'aurait pas parlé. Mmh. Ouais, c'est Euh, comme si elle t'avait analysé en fait, Voilà, c'est ça. Et sur autre chose que ce que je peux dire, parce que c'est pour ça, je trouve que sur les profils atypiques, qui l'on est et ce qu'on dégage, la congruence que l'on a est importante, parce que vous avez une phase de test qui est, euh, ouais, qui est toujours là d'une manière ou d'une autre. Ça peut être le regard, ça peut être dans ce que vous dites, ça peut être dans le questionnement, ça peut être dans la difficulté qui est posée au début, mais il y a un test qui va être mis en place. Pareil, s'il n'y a pas dans les intelligences multiples, on dit il y a 8 intelligences, ou il y en a qui vont dire il y en a 9. La neuvième, c'est le sens, l'intelligence existentielle. Chez les profils neuroatypiques, mais je pense que, par exemple, vous prenez une personne qui a été adoptée, qui s'est questionnée beaucoup sur sa vie, sur ses origines, qui se demande quelle est sa place, et si elle a sa place ou quoi, cette notion de sens, elle est importante. C'est pour ça que moi, je parle vraiment de profils atypiques. Eh ben, si on n'a pas un questionnement qui va questionner, explorer le sens qu'il y a derrière les choses, si on ne va pas assez vite dans tout ce qui est conviction, valeur, sens, et en fait, ça n'a pas d'impact. Là où en fait, avec un jeune qui fonctionne normalement, on peut aller sur des choses un peu plus dans la logique, questionner des émotions, remettre dans la logique tout de suite. On n'a pas forcément de blessure à passer, on n'a pas de traumatisme à passer, on n'a pas de mécanismes de protection très forts qui ont été mis en place. Donc en fait, ça facilite quand même le cheminement. mmh. On n'a pas à être créatif pour contourner des choses ou créatif pour affronter des choses ensemble. Donc, en fait, c'est pas que ça demande moins, c'est juste quand c'est en termes d'exigence. Donc, moi, ce que je dis, c'est que à partir du moment où on peut coacher des jeunes au profil atypique, et on va se demander si on l'est pas tous un petit peu finalement, parce qu'on a tous vécu des choses, on a tous des traumas. Mais bon, voilà, ça, c'est un autre débat. Moi, j'ai ma Mmh. réponse, hein. Ma réponse, c'est qu'en gros, aller vers ce type d'accompagnement et ce niveau de conscience de la singularité humaine nous amène, et ça, c'est ce que font les jeunes, hein, nous amène à développer une posture inclusive dans le sens où ce sont
une expression qui le résume très très bien, c'est qui peut le plus peut le moins en fait. Donc, s'il y a Mmh. quelqu'un qui a juste besoin d'un coaching plus décisionnel ou quelque chose de plus séquencé, pragmatique, eh ben, c'est possible. Et si on a besoin de quelqu'un qui a besoin de plus d'introspection, de libérer des choses, de gérer de l'émotionnel, on le fait aussi. Mais c'est ce qui nous permet d'être, non pas dans comprendre chaque différence, mais au-dessus, dans quelque chose d'inclusif, de créatif et qui est adapté à chaque profil que l'on accompagne. Le but, c'est que, Mais quelle que là, soit la... Vas-y. au vu de ton partage, j'ai envie de dire, en fait, tout le monde devrait mettre ça en place. Mais moi, c'est ma conviction. Mon but, c'est que mon Qu'on sujet soit disparaisse. coach ou non coach. Mon but, c'est que mon sujet C'est pas disparaisse. J'ai entamé un sujet dans le but qu'il disparaisse. C'est-à-dire que mon but, c'est que cette notion de posture inclusive ne disparaisse. Que se demander si on est créatif, agit dans l'accompagnement, que ce soit avec un jeune, un adulte, un profil atypique ou non, que cette question disparaisse et qu'on prenne chacun dans sa réalité et qu'on puisse s'adapter à cette réalité. Ce serait tellement génial. Je partage ton avis. On a eu l'occasion d'échanger souvent sur le sujet, mais voilà, c'est chouette et de pas être aussi dans des cases et je trouve ça important dans le coaching scolaire, que ce soit atypique ou non, de pas toujours vouloir mettre dans une case et de coller une étiquette parce que déjà en tant qu'adulte, on essaye de retirer du coup, si on peut justement aider nos jeunes qui arrivent à ne ben, Pas à 100 ne mètres. pas avoir tout ça et ce boulet, à nos pieds qu'on traîne et que on a des poids sur les épaules et d'être rentré dans une case, une étiquette, moi je fonctionne comme ça, et cetera et bah, non, en fait, c'est dommage. Oui, donc en fait, l'enjeu pour les parents, c'est eux-mêmes de pas. Je prends l'exemple là, des enfants avec un profil qui ont été faire un bilan et on leur dit, ben voilà, l'enfant a un fonctionnement au potentiel ou en fonctionnement, il a un trouble de l'attention. C'est en fait déjà de ne pas assimiler l'enfant dans son identité à ce fonctionnement. Parce qu'en fait, ce qu'on ne fait pas Mmh. quand on fait ça, c'est qu'on ne prend pas en considération sa personnalité, son contexte de vie, son contexte familial, son transgénérationnel. On ne prend pas en considération tellement de choses et on le réduit juste à la façon dont ses neurones se connectent et où son cerveau s'est développé. C'est quand même assez réducteur. Moi je trouve ces sujets-là pris d'une façon extrêmement réductrice qui enferme la personne dans ouais, j'y arrive pas, mais c'est parce que je suis HPI, je suis compliquée, machin. Et donc, en fait, arrivé à l'âge adulte, on a des gens en fait, qui s'interdisent la normalité presque, qui ne s'interdisent de pouvoir trouver une voie professionnelle parce que ouais, parce que c'est compliqué, parce qu'ils sont HPI. Mais non, 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 ça ne dit pas qui l'on est, ça dit juste comment on Mmh. fonctionne, comment le cerveau est connecté. Ça permet de mieux se connaître pour être un peu plus agile avec soi-même, donc de s'inclure soi-même. Et donc, la première chose que je vois déjà, c'est de ne pas confondre un fonctionnement avec une identité. Qui je suis est beaucoup plus complexe que simplement ce qui a pu m'arriver dans ma vie. Par exemple, je prends des cas où des enfants qui ont connu des choses très difficiles dans leur famille ou dans leur vie. En fait, ce qui les touche souvent avec, quand ils sont en accompagnement avec moi, c'est que je ne fais pas de ce qu'ils ont vécu qui ils sont. Mmh. Oui, mais tu vois, je te partage ça où des fois, je pense qu'on a tous déjà rencontré quelqu'un où avant de il se présente et en fait, il va dire: «Je suis HPI ou zèbre» ou et cetera et même des fois avant de se présenter lui, en fait, on se dit: «Mais non, avant tout, tu es une personne, tu as un prénom, tu as une identité, tu as un fonctionnement, on est tous différents» et souvent ils se présentent comme ça et je me dis: «Est-ce que il y a pas des personnes où, ça les enferme dans quelque chose et limite vaudrait même mieux qu'ils ne le sachent pas, en fait?» Alors, C'est la question que je me suis déjà posée, que je te partage, en fait. en fait, c'est un mécanisme en fait de défense, de protection. C'est aussi peut-être une solution qu'ils ont trouvée pour se faire accepter, donc pour s'adapter, Mmh. euh, pour donner des éléments de compréhension à l'autre. Malheureusement, souvent ça n'en donne pas et souvent ça empêche au contraire d'entrer en contact avec l'autre parce que ce n'est Mmh. pas qui l'on est. Donc, tout le travail, je trouve qu'il y a en coaching et justement dans la créativité que l'on peut avoir, c'est de donner des éléments à la personne de découvrir tout ce qu'elle est. Plutôt que de juste brandir une. C'est comme si je te dis, ah, bonjour, bon, ben, j'ai des tresses. Ouais, ben, j'ai des tresses. Ah, j'ai des tresses. Dans un mois, j'en aurai peut-être d'autres, ou pas, si j'ai eu la flemme de les refaire. Donc, en fait, ce n'est pas un. C'est quelque chose qui est brandi comme
dans l'intention de créer le contact ou de donner à comprendre qui l'on est. Parce qu'on se dit, ah ben, tous les problèmes que j'ai eus dans ma vie jusque-là, c'est lié au fait que je suis ci ou que j'ai vécu ça. Non. Tous les problèmes que l'on a dans sa vie, c'est pas lié au fait que l'on est ci ou que l'on a vécu ça, c'est lié au fait que l'on n'a pas eu les éléments de compréhension qui nous ont permis d'intégrer ce qui s'est passé. Et c'est là qu'il est, nous, notre travail de coach, c'est de permettre à quelqu'un d'intégrer qui il est ou ce qui s'est passé, et au regard de ce qui s'est passé, qui il est. On en OK. revient toujours à qui il est. Et en fait, est-ce qu'il faut ne pas le savoir? Non, parce que plus on a, tu achètes une machine à laver, tu as sa notice, il y a tout. Bon, ben nous, on arrive sur Terre, on n'a pas de notice, rien, on n'a aucune info. Donc en fait, c'est une information parmi tant d'autres dans une notice. Et moi, je trouve que Mmh. ce qui plaît beaucoup aux jeunes quand ils me rencontrent, c'est justement ce point-là. C'est que quand ils sont présentés parce qu'ils ont telle particularité de fonctionnement neuro ou de ce qui a pu leur arriver dans leur vie, euh, parce qu'ils ont un parent, par exemple, qui est pervers narcissique et qui ont été beaucoup dans la violence psychologique, ça vous en avez un, pas mal, et ben je ne les vois pas qu'à travers ce prisme-là, et je ne fais pas de ça qui ils sont. Mais au contraire, prendre conscience que j'existe, que je suis, permet de trouver d'autres solutions qui seront les leurs et qui seront juste dans leur contexte à eux, dans leur réalité à eux. Ouais, puis du coup, ils vont apprendre à mieux se connaître, ils vont changer aussi leur regard qu'ils ont face à eux-mêmes Voilà, et leur fonctionnement, quoi. Et surtout ne pas reproduire des schémas qu'ils peuvent aussi connaître, du coup. en tout cas, ils ont de meilleures clés pour ne pas le faire. Et pour le coach, ça me fait penser que ça a un enjeu, hein. C'est le côté sauveur, nourricier ou Mm, normatif que l'on peut avoir en nous pour être vite sollicité en coaching scolaire. Donc, une des difficultés là-dedans, c'est pour l'accompagnant, c'est de ne pas euh, activer notre part normative, sauveuse, câlineuse, parce qu'en fait, ce ne sont pas des victimes. Ce ne sont pas des mm, victimes, ce sont des personnes que je considère coachées dans leur part adulte, même s'ils ont 7 ans, dans leur part adulte. ok. Ouais, c'est intéressant ce que tu apportes, du coup. Parce que c'est vrai qu'on aurait vite tendance, si on accompagne des jeunes, à des fois, surtout si on est parent, à peut-être partir dans des... vouloir aider, vouloir accompagner, prendre sous l'aile et tout. Et il faut vraiment... ben, il y a un warning, quoi, à faire attention. Il y a un warning. Et puis tu perds ta créativité, Mm, tu perds ton ajustement technique en partant dans ces dérives-là. Donc ça peut servir à certains moments, mais si jamais c'est ta posture, bah, tu n'es plus souple, en fait, parce que mm, tu tombes dans un côté ou dans l'autre, mais tu n'es plus dans la souplesse, tu n'es plus dans me caler, me pluguer sur l'autre pour lui apporter ce qui est le plus pertinent maintenant. mm, mm, mm. Oui, Puisque puis c'est des fois, pas ça peut lui qui être me donne aussi un... l'information. Et inconsciemment, on peut aussi activer des choses qui mettent en allergie le jeune, parce que peut-être qu'on va activer un côté sauveur ou nourricier et qu'en fait, il veut pas du tout ça. Donc, Exactement. Qu'il ne veut pas du tout ou qu'il adore. Et donc, s'il mm, l'adore, je peux lui donner cette sensation que tout ce qu'il arrive à faire, c'est grâce à moi. mm, ouais. Là, ça, c'est très embêtant. Donc, en fait, pour quelqu'un qui veut être très gentil, très nourricier, très aidant, très présent sur les séances, très ci, très ça, attention parce que c'est quelque part, on lui fait perdre de sa créativité au client. Mm. Oui, voilà, ça Jeune reste un client, client. on lui fait perdre sa créativité à lui parce que du coup, il va pouvoir s'appuyer sur nous, il sait qu'on est là, qu'on est là. Et donc, du coup, bah, finalement, on lui fait perdre de son autonomie, de sa liberté, sous couvert de vouloir le soutenir et l'aider. Et du coup, là, tu parlais de séance justement, et je me suis dit, ça pourrait intéresser aussi qu'on soit parent ou enseignant ou même coach. Comment ça se déroule un accompagnement type, vraiment? Combien à peu près de séances, les durées, l'espacement, voilà, est-ce que tu as une idée ou pas? Ou voilà, c'est... Un jeune, Ouais. un accompagnement type, bah, c'est généralement un parent qui m'appelle ou quelqu'un qui me dit, il y a un tel qui cherche un coach, non, non, est-ce que ça t'intéresse? Oui, bah, la personne m'appelle. De toute façon, ça vient toujours que la personne m'appelle. Ensuite, je cale assez rapidement un premier rendez-vous euh, d'1 heure dans lequel, en fait, j'ai le parent, le jeune. Mm, Et l'idée, c'est de permettre au parent de dire pourquoi il est là, ce qu'il attend, et fixer l'objectif avec le jeune. Et après, formaliser un petit peu, entre guillemets, notre contrat de fonctionnement ensemble. Et une fois qu'on a ça, les séances, je les espace généralement de 15 jours. Parce que des fois, il y a des petites choses à faire entre les sessions en fonction de ce qui se passe dans les séances. Pas nécessairement, mais ça, quand ça arrive, il faut qu'il y ait du temps. Ça laisse aussi du temps aux jeunes de ne pas se dire, oh là là, mais je la vois trop.
Plutôt en visio quand ils sont plus âgés. Les très jeunes, c'est en présentiel. Donc plutôt en visio. Pourquoi? Parce que un jeune, vous lui faites perdre 45 minutes, 1 heure de séance, plus une demi-heure pour venir ou 1 heure pour venir, et une demi-heure pour venir, 1 heure pour venir, c'est 2 heures de jeux vidéo, de copains, de foot, d'activités perdues. Donc quand bien même le coaching lui apporte, ça fera jamais le poids par rapport à ce temps perdu. Mm. Donc pour moi, même quand je privilégie cette voie-là, sauf à ce que je ne sois très proche physique, géographiquement de moi. Euh, Combien de séances? Si c'est une évolution professionnelle, une orientation professionnelle, généralement, c'est une dizaine de séances en entier, en tout. Si c'est un sujet de confiance, de conscience, ça va dépendre de. Par contre, là, je sais pas vous dire, je sais pas te Mm. dire. Oui, là, c'est un peu plus gros Ouais. aussi, hein, c'est pas pareil. Mais ça peut être des fois moins, hein. Tu sais, si c'est vraiment juste un sujet de confiance, il suffit de trouver le bon endroit une fois que tu as dès le. J'allais dire comment les jeux vidéo, tu as unlocké le truc, c'est fini, hein. Donc ça peut aller très Mm. vite. Et moi, je dis toujours aux jeunes qu'il arrête quand il sent que c'est bon pour lui. Et à ce petit jeu-là, si on a prévu 6 séances avec une fille, elle fera les 6. Si on a prévu 6 séances avec un garçon, mais qu'au quatrième, il considère que c'est bon, il va arrêter à la quatrième séance. Donc voilà. Et Au moins, il ensuite, à la s'écoute. fin, une séance de bouclage. Pardon? Au moins, il s'écoute. Il s'écoute. La fille, et puis, puis elle va apprécier ce petit moment de partage. Et même certaines, quand c'est fini, vont dire, bon, est-ce qu'on peut garder un rendez-vous de temps en temps? Mais on n'a pas d'objectif, hein. Donc là, c'est voilà, tout le travail aussi de dissociation, de détachement. Voilà. Et après, à la fin, une séance de bouclage. Et le parent peut me solliciter, mais si le parent me sollicite, eh ben, il faut que l'enfant ou le jeune soit au courant. Ok. Non, c'est intéressant. Je pense que ça peut aider aussi à la compréhension à plein de personnes qui vont nous écouter. Ouais, Euh, et du coup, pour aller plus loin, par exemple, admettons, je suis coach, accompagnant, enseignant ou même parent, et je veux aller plus loin sur le coaching scolaire. En fonction de ma typologie, qu'est-ce que tu me conseillerais euh, pour aller plus loin? Par exemple, me former, me faire superviser, mettre en place des choses. Voilà, ouais. qu'est-ce que je Alors, pourrais faire? si on est enseignant, on peut déjà se former, se former. Nous, à l'ECI, on propose des choses et on va proposer des choses pour se former à la posture de coach. Déjà, c'est éclairant parce que dans la posture de coach, ben, il y a la compréhension des profits. Notre formation de coach à nous va aller dans la compréhension des profits, dans la communication, va aller permettre de faire tout ce Mm. qu'on vient de dire, c'est-à-dire mettre l'autre en acteur de ce qui se passe. Euh, on peut aussi aller dans des ateliers. Là, par exemple, nous, on a des sommets virtuels où on parle de ce type de sujet. Je pense que tout ça va amener de la compréhension. On peut lire des livres sur différents sujets pour aller dans la compréhension. On peut aussi regarder, pas des documentaires, mais des films qui parlent d'histoires vraies sur différents sujets. Je me rappelle, j'ai regardé il n'y a pas longtemps une série sur, je ne sais plus quel, un truc payant. Ils sont tous payants maintenant. Je passe un petit problème, je passe un petit message. Et en fait, c'est une série où en fait tu as l'histoire vraie de plusieurs familles qui ont émigré aux États-Unis. Et alors chaque épisode, tu plonges dans un univers, tu plonges dans la langue. Donc c'est en VO, c'est sous-titré mais c'est en VO. Donc tu plonges dans l'univers, dans la famille. Et en fait tout ça, ça t'amène des éléments de compréhension sur l'autre. Par exemple, dans mon livre repérer et coacher des profils atypiques. Mon but, c'est pour ça que je me donne les éléments de compréhension, parce qu'à partir du moment où je comprends certaines choses cognitivement, ça veut pas dire que je les ai vécues, mais je peux me dire, ah tiens, il y a des fonctionnements différents du mien, et Mm. donc ça veut dire que je vais être plus curieux. Comprendre qu'il y a des différences, comprendre tout ça, ça peut, si ça, c'est de fait, l'objectif, c'est de déclencher la curiosité. Donc, en tant qu'enseignant, je peux faire toutes ces choses-là. Accompagnant, directeur d'établissement, je peux faire vraiment toutes ces choses-là pour développer ma posture inclusive. En tant que parent, c'est se faire accompagner. Par exemple, je prends Florence, coach parental, qui va remettre le parent au cœur de sa parentalité. Ben ça, c'est génial parce que mieux je suis dans ma vie d'homme ou de femme et donc de parent, mieux je peux laisser l'enfant, plus je peux le laisser se dissocier et devenir et être sans pour autant, voilà, je peux défusionner sans pour autant, Mm. tout en gardant le soutien, tout en gardant les conseils, mais en lui donnant sa liberté. Ok. Est-ce que tu souhaites rajouter un mot ou un élément en plus de ce que tu vas partager lors des temps de questions-réponses, mais voilà, pour clôturer cette présentation avec toi.
Ma conclusion, c'est que si je fais un lien avec le titre, justement, sur le fait alors, coaching scolaire, on a compris, c'est vraiment l'environnement scolaire, c'est pas que le jeune, c'est le jeune, les parents. Mmh. Et la créativité, pour moi, si je reboucle avec ce sur quoi on vient de finir, c'est-à-dire cette notion de stabilité, c'est comment euh, vivre avec l'impermanence, l'instabilité, qui est le signe du vivant. Donc pour moi, le coaching scolaire incite à être vraiment connecté au vivant, à ce que l'on est, à ce que l'on vit, à ce que l'on ressent, et à pouvoir être créatif dans la façon de l'accueillir, de l'aborder et de le transcender, et d'être créatif pour fertiliser un petit peu tout ce que l'on pense, tout ce que l'on se dit, à tout ce que l'on ressent, et pas uniquement avec un type d'intelligence, mais plusieurs. Et pour ça, ça demande d'abord un énorme travail sur soi. Et non, tout le monde ne peut pas être coach scolaire. Tout le monde ne peut pas travailler dans l'environnement scolaire. Merci. Voilà. En tout cas, merci pour ton partage qui est hyper riche. Du coup, là, juste après, tu vas rester connecté, pour répondre aux questions, de nos présents. Donc il y aura un temps de questions-réponses où vous pourrez partager tout ce que vous avez, envie, que ce soit une question, un partage, un débat, voilà, on est ouvert. Vous n'êtes pas d'accord? Allez-y. Voilà, nous on ouvre les portes et du coup, toute la journée, vous allez pouvoir retrouver aussi, d'autres, experts sur le sujet. Donc on va avoir Florence, hein, Florence Sol que, Patricia a parlé justement tout à l'heure. Vous allez avoir Stéphanie Liang et Sandy Sandy. Hans, donc toute la journée. Donc n'hésitez pas à rester connectés et pour ceux qui regardent le replay, ben, du coup, au plaisir d'avoir vos retours également. Merci Merci. à toi, Patricia, Merci et Marianne pour merci à vous d'être présents pour, regarder ce 2e sommet, qui nous fait vraiment, beaucoup, hem, d'ondes positives qu'on a envie de vraiment de partager avec vous à chaque fois. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment un format qui nous parle et qu'on va pérenniser même au-delà de notre événement Mmh, annuel. Et j'espère vous retrouver à Quimper le 31 mai et le 1er juin pour pouvoir parler de plein de sujets en lien avec l'éducation. Puis on a plein d'intervenants aussi sur des problématiques parentales, éducatives. Et on va partager aussi pas mal de choses sur la transmission. Donc j'espère qu'on vous retrouvera en chair et en os et non pas en oui et puis vous pouvez choisir, de virtuel. participer aux ateliers de votre choix, conférences de votre choix et surtout de venir par exemple à une journée, soit le vendredi, soit le samedi ou les 2 journées. On a un package 2 jours avec un tarif régressif mais voilà, vous avez beaucoup de liberté autour de cet événement. Voilà. Merci beaucoup, À Marianne. bientôt!